Donc aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir le docteur Aurélie Portefait sur un sujet qui nous intéresse tous et qui nous touche tous de près ou de loin, qui sont les perturbateurs endocriniens, et ici en prenant l'axe de la santé de l'enfant. Donc les perturbateurs endocriniens, on en parle énormément ces derniers temps, ils sont un petit peu partout, que ce soit des substances chimiques ou bien parfois des substances naturelles. Ils ont un effet sur nos hormones et notre métabolisme. Voilà, et donc pour nous en parler un peu plus avant, c'est parfois un petit peu compliqué. On entend beaucoup de choses sur les perturbateurs endocriniens, on lit beaucoup de choses. C'est parfois compliqué de savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Et donc on est très heureux aussi pour ça de recevoir une spécialiste, le docteur Portefait, pour nous parler un petit peu de ce qu'on connaît sur ces perturbateurs, qui sont ces perturbateurs, et aussi peut-être nous donner quelques solutions pour nous éviter d'être trop en contact avec ces perturbateurs endocriniens. Voilà, donc le docteur Aurélie Portefait, que j'ai dit au moins 10 fois là, est donc responsable recherche aux Hospices civils de Lyon. Elle est pédiatre, évidemment, elle s'occupe du pôle santé-environnement. Et parce que j'ai noté tout à l'heure, ils viennent de nous monter un groupe de travail sur les perturbateurs endocriniens aux hospices. Et donc elle s'occupe également de la recherche, mais aussi de sensibiliser le grand public et les professionnels de santé sur ces sujets de perturbateurs endocriniens. Merci Aurélie d'être avec nous. Du coup, donc moi je suis Aurélie Portefait, je suis pédiatre. On va essayer de parler ensemble. On va jouer aussi un moment sur donc la santé environnementale, et puis on va s'attarder un peu sur les perturbateurs endocriniens parce que c'est ce que je connais bien. Donc juste au départ, la santé environnementale, quand on me dit qu'on fait de la santé environnement, il y a ceux qui me disent que c'est pas vraiment de la recherche, ok, mais là je pense que ce soir ça va aller. Et puis il y a deux thématiques de recherche en fait qui sont sous-tendu là-dessous. Il y a la médecine environnementale, ça c'est ce que l'environnement fait à l'homme, au bébé, aux femmes enceintes. Et puis il y a l'impact médico-écologique des soins, ça c'est ce que nous en tant que professionnels de santé, vous parfois en tant que patients, nous en tant que structure comme un hôpital, on a comme impact sur l'environnement autour de nous. Ce soir on ne va pas parler d'impact écologique des soins. On n'a pas toute la soirée. On ne va pas parler de changement climatique. On ne va pas parler de gestes écologiques, en fait, un petit peu. Du coup, là, c'est là qu'on joue. Enfin, si j'y arrive. Vous avez un petit QR code que vous pouvez flasher avec votre téléphone. Vous avez, si ça ne marche pas assez, le code Wi-Fi. Et donc du coup, vous pouvez jouer et répondre à des questions pour ceux qui peuvent. Et puis derrière, on y répondra, mais plus à la fin. Alors, du coup, avant de commencer, mais peut-être que c'est très facile. Si c'est vraiment trop facile pour vous, vous me dites que c'est trop facile pour vous et on passe à autre chose. Au départ, je voulais amener quelques notions qui ne sont pas évidentes pour tout le monde. Moi, je viens de l'hôpital où la santé environnementale, c'est pas... Aux hospices, ça commence à devenir quelque chose d'important dont on parle, mais jusque-là, c'était un peu vu comme ça l'amuse la petite, quoi. Donc, il y a plein de notions qui sont celles que je donne à tout le monde à l'hôpital. Le concept One Health, on a le Covid, et le meilleur exemple du concept, c'est de dire que de la santé, de l'environnement, de la santé des animaux, de la santé de l'homme, et bien finalement les trois santés sont intriquées entre elles. Ok ? Ça, je pense qu'ici, il n'y a pas de question, pas de débat. La santé environnementale, c'est tous les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de vie. Ça dépend des facteurs physiques, chimiques, biologiques et environnementaux. Et bien sûr, elle découle de la prévention et des politiques de santé. C'est important pour nous et c'est important pour les générations futures. En santé environnementale, ce qui compte, c'est de faire de la prévention. Et donc la prévention, nous, en pédiatrie, c'est ce qu'on fait quand même le mieux.
on a l'impression qu'en ce moment, tout le monde dit qu'il faut faire de la prévention. Ok, nous on en fait depuis toujours. Quand on voit un bébé, on demande aux parents comment il mange, qu'est-ce qu'il mange, combien de temps il passe devant les écrans, qu'est-ce qu'il fait comme activité physique, comment ça va à l'école, est-ce qu'il sait lire, est-ce qu'il sait marcher, qu'est-ce qu'il a eu comme acquisition, est-ce que vous lui mettez bien de la crème solaire, là que c'est l'été et qu'il faut sortir. Donc en fait, toutes ces petites choses de prévention d'environnement, intrinsèquement, nous on le fait, ce qui fait que je trouve qu'on n'est pas trop mal placé pour en parler. La santé environnementale, c'est 1/4 des décès dans le monde. Alors, dans le monde, ça veut dire partout, avec des pays qui sont à des niveaux de développement différents. C'est responsable de 25% des maladies chroniques. Et malheureusement, vous avez dû voir passer l'hiver dernier, la France est le premier pays en termes de nombre de cancers du sein, avec un rôle de l'environnement qui est non négligeable. Ça, c'était pour vous montrer que la pollution, on parle à la fois de la pollution de l'air, ça fait longtemps qu'on sait que les particules fines et les maladies respiratoires, c'est lié, mais on parle aussi de la pollution de l'eau. Dans la pollution de l'eau, il y a tout ce qui est micro-organismes, les bactéries, les virus, tout ça, mais il y a aussi tous les produits chimiques qu'il peut y avoir dans l'eau. J'avais dit qu'on ne parlerait pas d'impact médico-écologique des soins, mais à l'hôpital, le réseau d'eau qui sort de l'hôpital, c'est de l'eau qui n'est vraiment pas propre en termes de molécules chimiques. Okay. Et puis il y a la contamination des sols, avec les pesticides notamment. Tout ça, ça a des actions sur le corps. Ça, c'est un concept important qui explique aussi pourquoi nous, en pédiatrie, c'est à nous de faire des efforts, en tout cas. C'est de dire que le développement des maladies dépend de ce qui se passe quand on est dans le ventre de sa maman, et puis sur la période de croissance que nous, on couvre en pédiatrie. Et que toutes les expositions qu'on va rencontrer vont aller faire des petites modifications, ou pas, mais peuvent entraîner des modifications sur votre patrimoine génétique, et que c'est ça qui, plus tard, à cause d'expositions futures, peut vous donner une susceptibilité à développer des maladies. Ça va ? Pourquoi c'est compliqué la recherche en santé environnementale ? Bon, d'abord parce que jusqu'à présent, il y a plein de gens qui ne s'y intéressaient pas. Ensuite, la recherche en santé environnementale, moi par exemple, je travaille sur les perturbateurs endocriniens, je ne peux pas dire je vais prendre des enfants, je vais les enfermer dans une petite pièce pleine de bisphénol A, et puis je vais prendre d'autres enfants, je vais les enfermer dans une pièce où il n'y aura rien du tout, et puis je vais regarder comment ils vivent. En tout cas, moi je ne mettrai pas mes enfants là-dedans, donc je vous le dis, il ne faut pas que je le propose aux autres. Ça veut dire que ça reste de la recherche observationnelle, de la recherche épidémiologique, et donc si on peut avoir des corrélations, les liens de causalité sont vraiment plus durs à établir. C'est pas pour ça qu'il ne faut rien faire. Il y a le principe de précaution. À partir du moment où on se dit, avec des arguments scientifiques, que je sais pas, le bisphénol A peut être impliqué dans des maladies, bah oui, c'est normal de l'enlever des tickets de caisse. Oui, c'est normal de l'enlever des biberons, et oui, c'est normal de l'enlever des tétines pour les bébés. Néanmoins, c'est une vraie question. C'est-à-dire qu'il arrive, dans le labo dans lequel je travaille à côté, qu'on me dise, le laboratoire de recherche j'entends, de l'université, oui, mais vu ton niveau de preuve, est-ce que tu crois vraiment que tu peux dire aux parents que c'est dangereux pour la santé de leur enfant ? Ben oui. Le principe de précaution, c'est l'inverse du développement sur le médicament. Le médicament, ce qu'on demande, c'est prouvez-nous que vous faites du bien aux gens. Là, ce qu'on veut, c'est de pouvoir faire en sorte de ne pas exposer des gens à quelque chose qui pourrait leur nuire. Ok ? L'autre problème dans la recherche en santé environnementale, c'est comment on évalue les expositions. Parce qu'en fait, pour l'instant, il y a beaucoup d'expositions qui sont évaluées une par une. Je sais pas, on prend les phtalates, et puis on dose tous les métabolites des phtalates, et puis on regarde ce qui se passe avec une maladie. Quand vous faites 1000 tests statistiques, 100 tests statistiques, vous en trouvez forcément 5 qui sont corrélés. D'accord ? Comme il y a beaucoup de métabolites, parfois on trouve des corrélations. Peut-être que si on avait fait des tests en moins, on en aurait moins trouvé. Ce qui compte là, c'est 1, la répétition des études, 2,
les études qui sont faites soit sur des animaux, soit sur des cellules, et qui vont dans le même sens. Et puis, le lien physiopathologique, c'est-à-dire que si je vous dis que les perturbateurs endocriniens, ça joue sur les récepteurs aux œstrogènes, et que ça explique leur lien avec les pubertés précoces, intellectuellement, il y a quelque chose qui suit. Si je vous dis, je ne sais pas moi, la peinture en jouant sur le récepteur aux œstrogènes, elle est responsable de, je sais pas moi, mon corps aux pieds, vous allez me dire, il y a peut-être un souci scientifique quelque part. Ok ? Donc ça aussi c'est important. Il y a dans quoi on dose. On peut doser maintenant les dosages biochimiques, ça s'est développé dans plein de matrices. Les matrices, c'est le sang, les urines, les dents, les cheveux. Donc il y a comment on fait pour doser et comment nous, chercheurs, on se met un peu d'accord entre nous. Parce que si moi je fais sur les urines et puis Delphine elle fait sur le sang, nos études, on va avoir du mal à les combiner. Ok ? Si on est deux à faire sur les urines, bah derrière, ça donne plus de force à nos études. Il y a quelle force on donne aux questionnaires ? Les questionnaires, pour l'instant, il y en a quasiment autant que d'études. Les médecins étant, tout le monde le sait, hyper intelligents, ils pensent qu'ils ont besoin que d'eux pour faire des questionnaires. Ça, c'est pas vrai, d'accord ? Moi, j'ai appris, en travaillant sur la santé-environnement, que ce qui compte, c'est pas est-ce que vous habitez en ville ou est-ce que vous habitez à la campagne. Ça, c'est pas la bonne question. La bonne question, c'est des géographes de la santé qui m'ont appris, c'est est-ce que vous habitez en haut de la pente ou en bas de la pente ? Parce que si vous êtes en haut de la pente, dans votre sol, vous n'avez pas eu tout ce qui vient du ruissellement des eaux de pluie. Alors que quand vous habitez en bas, et bien avec le ruissellement des eaux de pluie, vous avez gagné tout ce que l'eau a pris chez les voisins en arrivant chez vous. Est-ce qu'il y a une haie ou est-ce qu'il n'y a pas de haie ? Parce que la haie, ça coupe le ruissellement. Bon, tout ça, si je fais ça toute seule, j'ai beau être pas trop bête, enfin j'espère, j'y arriverai, enfin jamais ça me viendra à l'idée toute seule. Et puis l'autre chose, c'est qu'il faut des gens qui savent faire des questionnaires. Et des gens qui savent faire des questionnaires pour aller chercher la bonne information. C'est des gens qui font des sciences humaines et sociales, qui font de la psychologie de la santé et qui savent poser des questions aux gens. On va en reparler après. La santé environnementale, c'est quand même quelque chose d'hyper culpabilisant. Moi, je suis maman. Ce qui m'a mis le pied dedans, c'est quand j'ai mis mes filles à l'école, il y avait des poux, et donc je leur ai mis de l'huile essentielle de lavande. Et puis un jour, je ne sais pas trop ce qui m'a pris, j'ai tapé sur PubMed, et là je me suis rendu compte qu'il y avait un lien avec les pubertés précoces. Bon, je me suis pris une bonne vague de culpabilité, en me disant ça y est, mes deux filles vont être pubères à 5 ans et 3 ans, tout va bien. Alors que j'ai plutôt un niveau de connaissance qui est bon, et que j'ai de la ressource. Ça veut dire que quand vous donnez la mauvaise information à des gens qui ont moins de ressources, moins de connaissances, ils se prennent la vague de culpabilité énorme. On va en reparler. Les gens qui habitent à 5 dans un appartement et où il n'y a que le papa qui travaille et qui gagne le SMIC, leur dire qu'il faut manger du bio, c'est pas le bon message. Parce que du coup, tout ce que vous dites derrière, ça leur passe au-dessus de la tête. Ils se disent, ben moi je peux pas. Donc il va aussi falloir qu'on adapte le message aux gens auxquels ils s'adressent. Et pour ça, encore une fois, nous les médecins, on n'est pas forcément les meilleurs. Et donc, des gens qui font de la psychologie de la santé, qui savent aller chercher ce qu'il y a derrière, ça nous aide à être meilleurs. C'est aussi pour ça, je pense, que j'aime la santé environnementale, c'est qu'on fait des choses avec plein de gens différents. C'est pas trop médecin. La question derrière, c'est est-ce que je peux avoir une évaluation de la balance bénéfice-risque ? C'est-à-dire, potentiellement, il y a dans certains dispositifs médicaux des paravènes ou des phtalates. Mais si ces dispositifs médicaux, c'est la tubulure qui vous permet d'avoir votre séance de dialyse alors que vous êtes insuffisant rénal, la balance bénéfice-risque, elle est peut-être plutôt en faveur de prendre le risque du perturbateur endocrinien et d'avoir quand même votre séance de dialyse. Alors oui, dans un monde parfait, la balance bénéfice-risque, elle est que le monsieur ou l'industriel qui fabrique la tubulure, elle fait des tubulures propres, enfin le moins sale possible, ok, mais pour l'instant, ça n'en est pas. L'information et la mission de santé publique, on en a un peu parlé, et le financement, c'est que pour faire de la recherche, ben, il faut des sous, parce que notamment les dosages, ça coûte hyper cher. Je crois que j'ai dit
tout ce que je voulais dire. Alors, le niveau de preuve, on en a parlé. L'effet cocktail, ah oui, l'effet cocktail, l'autre chose, c'est que oui, on peut dire je travaille que sur le bisphénol, mais on est tous exposés tout le temps au bisphénol et à toute une soupe de polluants. Okay, personne n'est exposé qu'à un seul polluant. Néanmoins, donc tout le monde s'est mis à dire il faut faire de la recherche sur l'effet cocktail, on met plusieurs substances ensemble. D'abord, vous avez du mal à prévoir précisément quel individu est soumis à quel cocktail. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que de toute façon, sur le côté réglementation derrière, si on espère faire changer les choses, la réglementation, ce qu'ils veulent, c'est des données polluant par polluant, ce qui nous veut dire qu'il n'y a peut-être pas forcément un type de recherche qui est meilleur que l'autre, que ce soit l'approche globale ou que ce soit l'approche polluant par polluant. L'exposome, je pense que vous savez ici ce que c'est, mais en gros, c'est l'ensemble des expositions auxquelles un individu est soumis au cours de sa vie. Il y a des choses qu'on peut contrôler, c'est ce qu'on appelle l'environnement spécifique externe. Vous fumez pas, vous faites de l'activité physique, vous n'en faites pas. Il y a l'environnement général externe, déjà on peut un peu moins le contrôler, hein. Le trafic routier, oui, on peut choisir à titre individuel de ne pas prendre sa voiture, mais tous les camions qui font du transport de marchandises, on ne les contrôle pas. Le climat, oui, on peut faire des choses à l'échelle individuelle, mais il y a aussi besoin de décisions qui nous dépassent. Et puis il y a l'environnement interne, on va en reparler. Ça, c'était juste pour vous montrer qu'il y a des équipes qui commencent quand même à réussir à faire des choses sur les profils d'exposomes, et donc à ne plus prendre un type d'exposition par un type d'exposition, mais essayer d'aller plus loin. Donc là, c'est l'équipe de Grenoble qui a travaillé sur l'asthme, et ils ont... Ça marche, ça ? Ah non. C'est un truc. Ah. Bon, le pointeur, j'y arrive pas. C'est pas grave, je vais prendre le souhait. Ils ont regardé pour des profils d'asthme, des gens qui ont un profil d'asthme similaire. Ça veut dire, vous pouvez avoir un profil d'asthme où votre asthme est très bien contrôlé, vous pouvez avoir un profil d'asthme où vous faites des crises tous les 3 jours et votre asthme est hyper mal contrôlé. Et ils ont regardé si sur les profils d'asthme des gens, il y avait des facteurs qui se ressemblaient. Et donc ce que vous voyez par exemple en violet, c'est un des profils de gens, et donc on voit que en fonction de ce qu'ils mangent, en fonction de ce qu'ils fument, eh ben, on arrive à croiser des informations. Donc ceux qui font peu d'activité physique, qui ont un morphotype 3, je ne sais plus tout à fait lequel c'était, et qui ne fument pas, eh ben, ils se ressemblent un peu dans l'évolution de leur asthme. Ça va quand même beaucoup plus loin que ce qu'on faisait jusqu'à présent. La balance bénéfice-risque pour les perturbateurs endocriniens, on a un petit souci qui est l'absence d'effet dose, c'est-à-dire que ce n'est pas la dose qui fait le poison. En toxicologie classique, je vais vous montrer une étude juste après, on peut dire si vous mangez plus de tant de grammes de mercure par jour, il y a un risque. Les perturbateurs endocriniens, c'est pas comme ça que ça marche, ça veut dire que ça va être compliqué à faire, mais bon, on va essayer. Et puis il y a d'autres modèles, c'est-à-dire que les produits bio, on dit que c'est mieux. À ma connaissance, sur le lait bio par exemple, il y a plus de... ça doit être dans le truc de consommateurs, là, 50 millions de consommateurs. Dans le lait bio, il y a plus de dioxine que dans le lait non bio. Et puis sur les fruits et légumes, on dit que les fruits et légumes bio ont probablement un risque allergisant pour les enfants qui est un peu plus élevé, parce qu'en fait, comme ils sont plus attaqués par les insectes, parce qu'on ne leur met pas de pesticides pour tuer les insectes, et ben ils ont un peu plus de protéines sous la peau, et c'est ça qui est allergisante, sous la peau des légumes. Ça, c'est une jolie étude qu'avait fait une équipe portugaise. Donc au Portugal, ils mangent beaucoup de poissons, et donc dans le poisson, il y a du mercure. Donc le mercure, ça s'accumule, plus on est un gros poisson, plus on contient du mercure, donc il vaut mieux manger du maquereau que du thon, en gros, le mercure. Mais ils ont regardé, eux, en disant, bah oui, mais dans le poisson, il y a des acides gras qui sont bons pour la santé, qui sont bons pour le neurodéveloppement. Et donc, ils ont été regardés, poisson, alors je suis désolée parce que les diapos sont petites, mais les barres vers le haut, c'est l'effet positif de ce qu'il y a dans le poisson, et notamment des acides gras.
Et les barres vers le bas, c'est l'effet négatif du mercure. Et ils ont regardé poisson par poisson ce que ça faisait d'en manger une fois par jour, une fois par semaine, 3 fois par semaine. Et donc ils ont montré que, sauf pour l'espadon, qu'il ne faut pas manger tous les jours, la balance bénéfice-risque à manger du poisson est toujours favorable. Alors, on en arrive aux perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens, c'est des substances ou des mélanges de substances qui vont induire des effets sur votre système endocrinien. Une fois qu'on a dit ça, c'est bien, ça marche sur votre système endocrinien et potentiellement celui des générations futures. Ok. Bon. Acte 2. Les perturbateurs endocriniens, c'est un ensemble de polluants qui est aussi hétérogène que si je vous disais les arbres. Dedans, il y a ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens à demi-vie longue. C'est les polluants éternels. Moi, je viens de Lyon. En ce moment, vous avez vu avec, je ne sais jamais comment il s'appelle, là, machin, l'entreprise et les œufs et les PFAS. Ceux-là, vous les ingurgitez, vous les mangez, vous les respirez. Ils vont se stocker dans votre graisse et dans votre foie. Et une fois qu'ils sont là, ils sont là. Bon, maintenant que je vous ai dit ça, vous êtes bien contents. Mais pour l'instant, je n'ai pas beaucoup plus à vous dire dessus. Et puis, il y a les PE à demi-vie courte. Ceux qui ont une demi-vie courte, c'est les parabènes, les phtalates, les bisphénols. Ceux-là, ils sont éliminés entre 3 et 5 jours, à 95% par les urines. Ça veut dire que ceux-là, si vous êtes moins exposé, je dis moins exposé parce qu'à moins de vivre dans une bulle, je ne sais où, donc, la bulle sera en plastique, donc ça ne marchera pas, il y en aura toujours. Ce qu'on veut, c'est être le moins exposé possible. On ne veut pas aller vivre comme un ermite. Et puis, vous avez vu, alors là, c'est pour les PE à demi-vie longue, mais même chez les ours polaires, on trouve des PFAS. Acte 3. Les PE, c'est des poisons qui ne sont pas tout à fait les mêmes que les autres. Parce que quand on est exposé, on n'a pas forcément un effet clinique. En tout cas, on n'a pas forcément un effet clinique immédiat. La courbe réponse est dite non monotone. La toxicologie classique, c'est plus je suis exposé, plus je suis malade. Ou à partir du moment où je dépasse un seuil, je suis malade. Là, ce que vous avez, c'est des courbes qui peuvent être en U ou en U inversé. Ça veut dire des produits qui peuvent être toxiques soit à des petites doses, soit à des très grosses doses, soit plutôt à des doses moyennes mais répétées. Et tout ça, pour l'instant, en recherche, c'est le début. Hein. C'est-à-dire qu'on n'en est pas à dire, pour celui-là, c'est la répétition de la dose, pour celui-là, c'est des très petites doses. On commence. Quand j'ai commencé à m'intéresser au PE, on disait qu'il y avait 3 modes d'action. Soit ça fait comme l'hormone, ça mime l'effet, soit ça bloque le récepteur, et du coup ça bloque l'effet, soit ça va faire des altérations génétiques dites épigénétiques, c'est-à-dire que ça va dans certaines zones de votre ADN, ça fait des modifications, et vous pouvez le transmettre aux générations suivantes. Ça c'était 2000, je ne sais plus, 17 peut-être, 18, 17. Et maintenant on en est là. C'est-à-dire que tous les mécanismes d'action qui sont décrits, c'est tout cela. Ça peut aller se fixer au niveau d'un récepteur, mimer l'effet ou bloquer l'effet. Ça peut aller gêner l'expression des récepteurs. Donc là, c'est plus au niveau de l'ADN, c'est au niveau de l'ARN dans la cellule. Ça peut changer ce que votre ADN fabrique. Ça peut faire des modifications qu'on transmet à la dépendance. Ça peut gêner la synthèse de l'hormone ou faire qu'on synthétise une hormone un peu différente. Ça peut gêner la distribution de l'hormone ou son élimination. Ça peut faire tout ça. Ce qui rend la recherche finalement un peu plus compliquée. Alors comment on se contamine? Vous, moi, on se contamine par l'eau, parce qu'on mange, parce qu'on respire, par tout ce qu'on met sur la peau, les cosmétiques, les détergents. Bon, et puis après, les enfants, ils ne se contaminent pas tout à fait comme nous, mais j'espère que ça vous est passé. Ils mettent tout à la bouche, ils se traînent par terre. C'est un peu spécifique.
Ça, c'est pour vous montrer, c'est des illustrations qui viennent de l'INCa, c'est pour vous montrer qu'en fait, il y en a partout. Ça veut dire qu'il ne faut pas non plus se dire « Oh là là, j'ai un jouet en plastique, j'ai explosé mon enfant, je suis la pire des mères. » Non. Ce qui compte, c'est d'en prendre conscience et d'essayer de faire mieux. Alors, on va parler un peu des effets sur la santé. Les perturbateurs endocriniens, ça joue sur les hormones. Des hormones, on en a beaucoup. Moi, je vais vous parler d'une, là, juste, qui est le thymus. Le thymus, c'est une qu'on connaît moins bien parce que, en fait, c'est une glande qui existe chez les enfants, les bébés, et puis après, elle involue quand on grandit. C'est-à-dire qu'elle finit par rester juste un petit reliquat. Cette glande-là, elle sert surtout à stimuler et à faire maturer votre système immunitaire. Okay. Après, les autres glandes, c'est des choses dont vous avez déjà entendu parler. Et donc, il y a plein de publications qui existent, qui font des liens avec l'asthme et l'allergie. Et l'asthme et l'allergie, c'est via tout ce côté immunitaire, en fait. Quand vous êtes allergique, c'est que votre réponse immunitaire, elle a été redirigée, ou dirigée différemment, vers un aliment qui est reconnu comme allergène. Il y a aussi des choses qui ont été décrites avec le foie. Il y a des effets anténataux, quand on est avec des bébés qui peuvent par exemple avoir soit des petits poids, soit des trop gros poids au contraire. Et puis, il y a des effets qui sont maintenant bien décrits. Il y a des effets sur le syndrome des ovaires polykystiques. Donc ça, c'est des femmes qui ont des gros ovaires, qui ont des kystes, qui ont souvent du mal à avoir des enfants. Il y a des choses qui commencent à sortir sur l'endométriose. Vous voyez là, alors je les donne mes diapos, je ne sais pas si après vous les donnez, mais moi je les donne. Oui, ils sont okay. Ouais. Il y a des choses qui ne sont pas évaluées ou mal évaluées. Il y a des choses qui commencent à avoir des niveaux de preuve, donc des implications, des corrélations qui sont fortes. Par exemple, des choses sur les troubles de l'attention, sur l'obésité de l'enfant, sur certaines malformations des testicules. Oui, des testicules chez les petits garçons. Voilà. Le souci, c'est que les données scientifiques en santé environnementale, faute d'orthographe, je suis désolée, ça dépend du temps de suivi, et que le temps de suivi, ça dépend des financements. C'est-à-dire que quand vous faites une cohorte, vous incluez des gens, vous commencez à les suivre, bon, vous avez un peu de financement pour faire 1 an, 2 ans, sauf que là, je suis en train de vous parler des faits qui peuvent arriver, l'endométriose par exemple. Le truc, c'est que parfois on a des données contradictoires, mais ça, c'est l'évolution de la science qui me dira. L'aspect éthique, on en a parlé, et donc on va juste dire un mot sur les conflits d'intérêts. J'ai eu la chance de faire travailler une étudiante en pharmacie, et donc on s'est demandé, dans les médicaments qui sont utilisés en pédiatrie, est-ce qu'il y en a dans lesquels il y a des perturbateurs endocriniens ou ce qu'on appelle des excipients d'intérêt, c'est des excipients qui pourraient être perturbateurs endocriniens. Et en faisant la recherche, on est tombé de façon un peu, au départ, impromptue sur pas mal de choses sur les huiles essentielles. Et donc on a regardé, et elle m'a dit, c'est rigolo, j'en ai 3 qui disent que c'est potentiellement perturbateur endocrinien, j'en ai 3 qui disent que ça l'est pas. On a dit, non, c'est un peu bizarre, ça va pas dans le même sens. On a cherché. Et c'était une étudiante en Master 2, donc en Master 2, elle était avec moi pour faire de la recherche, elle avait du temps dédié à ça, donc elle a vraiment cherché. Et donc elle a été voir qui avait financé les études. Et les 3 qui disent que ce n'est pas perturbateur endocrinien, elles sont financées par l'industrie de l'aromathérapie aux États-Unis et au Canada. Ce qui veut dire qu'il faut quand même se méfier des infos qui sortent. Ça, c'est une information que je donne aussi aux étudiants en médecine, en leur disant qu'il ne faut pas croire tout ce qu'il y a dans les papiers. Néanmoins, ça demande un temps qui est important, parce que là, Laura, elle avait 1 an pour faire le travail que je lui avais donné. Elle a vraiment été chercher parce qu'on ne comprenait pas d'où venait la différence. Et puis elle a trouvé ça. Mais si elle avait eu moins de temps, jamais... Enfin, moi la première, dans ma pratique quotidienne, quand je lis un article, je ne commence pas par aller regarder qui l'a financé. Peut-être que je devrais. Pourquoi en pédiatrie c'est important qu'on s'intéresse aux perturbateurs endocriniens? Parce qu'en fait,
nous, on va avoir toutes les périodes dites de vulnérabilité. Les périodes de vulnérabilité, c'est des moments où votre organisme va être plus sensible aux expositions environnementales. Il y a toute la période in utero, quand on est un petit bébé, en gros jusqu'à 5-6 ans. Après, il y a toute la période de la puberté. Et après, on sait que chez les personnes très âgées, la vulnérabilité réaugmente. Mais donc toutes ces périodes-là, pour le système nerveux, pour le système immunitaire, pour les poumons, pour le système reproducteur, et ben nous pédiatres on s'en occupe, et quand les bébés naissent trop tôt, on s'en occupe aussi. On va répondre au questionnaire. Alors, je regarde vos réponses. Alors, j'ai plus ma flèche. Bon, c'est pas mal. Tout le monde a... Alors là, il y a un 33%, mais bon, je pense que c'est des gens qui n'ont pas tout répondu. Mais en gros, vos pourcentages de bonnes réponses sont très bons. Ils sont meilleurs, vous verrez après, que ceux des professionnels de santé. Alors, on remet ça? Super. Donc là, les bonnes réponses, c'était qu'on pouvait être en contact avec des perturbateurs endocriniens si on était exposé aux pesticides, aux contenants alimentaires, aux médicaments et aux produits d'hygiène et cosmétiques. C'est pas quelqu'un qui est exposé qui peut nous exposer. C'est pas comme... vous savez, il y a certaines personnes, on leur fait des examens où ils prennent des produits radioactifs pour qu'on puisse voir certaines choses sur les examens. Et puis derrière, on dit il ne faut pas que vous soyez en contact avec les femmes enceintes. Il faut pas... Là, c'est pas du tout ça. Les produits d'hygiène et les produits cosmétiques, c'est un vrai travail qu'il faut qu'on mène. C'est-à-dire que nous, on dit aux parents que le propre, ça sent rien. Ce qu'il y a dans les petits pots de bébé, je dis ce qu'il y a à l'intérieur en nourriture, l'opercule, enfin le système de fermeture avec l'opercule qu'il y a n'était pas compris dans la question, mais en tout cas la nourriture qu'il y a dans les petits pots, c'est de la nourriture qui est plutôt saine avec des produits qui sont extrêmement contrôlés. Ça déculpabilise toutes les mamans qui un jour donneront un petit pot parce qu'elles n'auront pas eu le temps de faire à manger. C'est pas grave et on l'a tous fait. L'huile essentielle de lavande et l'huile essentielle d'arbre à thé sont des produits naturels et ne présentent donc aucun risque. Ça, c'est faux. Et ce qui est intéressant dans cette question, c'est que les parents, par exemple, ils ont tous mis que c'était vrai. Les parents et certains professionnels, à partir du moment où on a mis naturel dans les questions, l'association naturel et bon se fait. Pendant le Covid, on était tous enfermés chez nous. Il y a plein de gens qui ont fait tout seuls le soluté hydroalcoolique, et dedans, ils ont mis de l'huile essentielle d'arbre à thé. Ce n'est pas une très bonne idée. Le mécanisme d'action de l'huile essentielle de lavande, c'est qu'en fait, ça va stimuler les récepteurs œstrogéniques, et c'est pour ça que c'est notamment corrélé aux pubertés précoces. Ça, je vous l'ai déjà mis. Hop. L'aluminium contenu dans les vaccins est dangereux? La réponse est non. Les doses d'aluminium qu'il y a dans les vaccins sont des doses très inférieures à ce qui est toxique. Et même quand on cumule les doses d'aluminium qu'il y a dans les vaccins de la première année, ça reste très inférieur aux doses toxiques. Il y a de l'aluminium dans les vaccins parce que c'est un très bon vecteur des pathogènes et que ça permet aux gens d'avoir une bonne réaction immunitaire derrière le vaccin. Cette question-là, elle n'était pas mise là par hasard. Elle était là parce que, je ne sais plus si j'en parle après, mais en gros, ça croise avec les gens qui répondent « le naturel, c'est bon ». Les mêmes personnes répondent souvent, enfin statistiquement, l'aluminium est dangereux. Donc c'est le côté médicaments, développement et produits naturels. L'utilisation des cosmétiques chez les enfants doit être limitée parce qu'il y a des perturbateurs endocriniens, bah c'est vrai. L'UFC Que Choisir, ils ont fait plein de petites iconographies comme ça, où ils mettent tout ce qu'il y a dans les produits qu'on utilise tous les jours, que ce soit dans le lait qu'on met sur la peau, enfin les crèmes qu'on met sur la peau,
le gel douche, le shampoing, le dentifrice, il y en a partout. Et il y en a aussi, et ça aussi ça a été un gros truc pendant le confinement, il y en a aussi plein dans les vernis à ongles et dans l'eau de Cologne. Donc oui, le vernis à ongles c'est très beau. Il y a 2-3 marques qui essayent de se développer et qui sont un peu plus propres que les autres. Après c'est des produits de remplacement, donc les produits de remplacement, le souci c'est que souvent ils ne sont pas évalués, donc pas encore. Mais en gros, il ne faut pas mettre de vernis à ongles sur les ongles des petites filles 2 fois par semaine, quoi. L'exposition aux perturbateurs endocriniens peut entraîner une puberté précoce, c'est vrai, mais cela n'entraîne pas de conséquences chez l'enfant, c'est faux. Les pubertés précoces, c'est une puberté qui commence avant 9 ans chez la petite fille, avant 10 ans chez le petit garçon. Sur les dernières décennies, il y a eu une augmentation de l'incidence en France qui est importante, notamment après le Covid. Après le Covid, c'est multifactoriel, mais voilà, il faut le savoir. Ça a des conséquences sur la taille, parce qu'à partir du moment où on commence notre puberté, eh ben, on a un capital pour grandir, et quand ce capital il est atteint, on s'arrête de grandir. Donc si vous commencez votre puberté à 6 ans, bah, vous allez faire 1m35 ou 1m40, mais vous ne ferez pas 1m58, 59. Et puis ça a des conséquences sur la fertilité, parce qu'à partir du moment où vous vous mettez à avoir un ovocyte qui fait son cycle et vous ne tombez pas enceinte, bah, l'ovocyte il a vécu et vous avez un capital ovocytaire à la naissance et une fois qu'il est utilisé, bah, il est utilisé. Et puis il y a d'autres choses, c'est les troubles de l'humeur et le décrochage scolaire chez les petites filles. On se retrouve avec des petites filles qui ne sont pas du tout comme les autres petites filles à l'école, elles sont plus petites filles, elles ont des seins, ça leur pose d'autres soucis et donc il y a plus de décrochage scolaire dans cette population-là. Ça, c'est tout ce qui était vrai. Les travaux de peinture, il faut aérer. Il ne faut pas se mettre toute une dans la pièce. Il faut aérer chez tout le monde au moins 15 minutes par jour, tous les jours. Donc ça, au mois de janvier, j'ai fait la même chose, le même questionnaire, devant 50 pédiatres. Sur les 50 pédiatres, il y en a 3, dont moi, qui aéraient 15 minutes par jour, tous les jours. Du coup, vous, il y a qui aère 15 minutes par jour, tous les jours? Ah, c'est bien. Non mais c'est bien, donc autant vous dire qu'on regarde de très loin. Les produits faits maison sont toujours plus sûrs que les produits du commerce. Ben, c'est le même système, les produits du commerce, il y a des normes, chez vous ça dépend. Et ça dépend de ce que vous mettez dedans. Si vous faites du soluté hydroalcoolique avec de l'huile essentielle d'arbre à thé, ben, c'est moins bon que... déjà le soluté hydroalcoolique c'est pas très bon. Que du soluté hydroalcoolique que vous achetez et dans lequel il n'y a pas d'huile essentielle dedans. Okay, bon, ce qui marche très bien, c'est le bon gros savon de Marseille et de l'eau. Les femmes enceintes et les nouveau-nés sont particulièrement vulnérables. Ben oui, on l'a dit, il y a les fenêtres d'exposition. Plus on s'expose à une grande quantité de perturbateurs endocriniens, plus les conséquences sont néfastes. Donc ça, c'est non. Et ça, c'est une question où, quand je l'ai posée, je me suis dit peut-être que ça va poser souci aux parents de bien répondre, mais les professionnels de santé, eux, ils vont bien répondre. Bon, pas du tout. Vous allez voir après, le pourcentage de bonnes réponses est le même dans les deux populations à cette question-là. Et donc la réponse est faux. Les produits en vente libre sont toujours sécuritaires. C'est faux. Du coup, les produits en vente libre, ils ne sont pas tous sécuritaires. Il y a les huiles essentielles, on vient d'en parler. Il faut quand même faire attention avec les choses qui sont en vente libre. Les effets sur la santé sont faciles à prouver. Bon ben, on est ok que non, en tout cas j'espère. Les perturbateurs endocriniens sont tous des produits de synthèse et non des composés naturels. Donc on a parlé des huiles essentielles. L'autre gros exemple qu'on a dans les produits naturels, c'est les phytoœstrogènes du soja. Oui, le soja, comme ça, d'en mettre un peu quelques germes sur sa salade, c'est bien. De remplacer certains produits par, enfin, je sais pas, de mettre du tofu, par exemple, de temps en temps, c'est bien. Mais en tout cas, les petits-enfants, il ne faut pas leur en donner beaucoup, voire pas leur en donner du tout. Ça, c'est juste pour rire. Le café, à partir de 8 tasses par jour. Alors, vous y êtes peut-être pas, mais moi, j'y suis facile.
Ça peut avoir un effet perturbateur endocrinien. Et le chocolat aussi, mais c'est à partir de 2 à 3 tablettes par jour. Ça, moi, je suis pas. Alors, comment on fait pour informer les gens sur la santé environnementale et les perturbateurs endocriniens? Bon, moi, on vient, on parle. Le problème, c'est que les professionnels de santé sont pour l'instant peu ou pas formés. Je vais vous donner derrière les résultats de l'enquête, mais vraiment, il y a peu de gens qui sont formés. Il faut aussi que les gens se rendent compte que c'est un problème. C'est-à-dire, je vous ai dit, hein, il n'y a pas si longtemps, alors c'est horrible ce que je veux dire, c'est plutôt des hommes et un peu vieux, mais qui m'ont dit, non mais toi avec ta recherche sur la santé et l'environnement, c'est pas vraiment de la recherche. Bon, il va falloir que les consciences changent. Il faut que l'information, elle soit claire et adaptée, et ça, c'est pas facile. C'est pas facile, pas juste parce qu'on n'est pas bon en communication, hein, mais parce qu'il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup d'informations différentes, qu'il faut savoir aller la chercher, et puis qu'il faut la retranscrire aux gens avec des messages qui vont intégrer. Encore une fois, dire à quelqu'un qui gagne le SMIC, qui a que 3 enfants, et dont la femme ne travaille pas, ça peut être l'inverse, hein, mais qu'il va falloir manger du bio, ben, le message, clairement, il n'est pas adapté. Hein. C'est pas ça qu'il faut qu'il fasse. Ce qu'il faut qu'il fasse, c'est commencer par aérer chez lui. Qu'il y a un problème de fiabilité des données, de sources d'information, et que, comme c'est encore de la science qui débute, ben, il y a plein de choses qui arrivent et qu'il faut savoir dire « je sais pas assez, on s'est trompé ». Et qu'il faut prendre le temps, parce que pour parler de tout ça avec les parents, ben, il faut des consultations un peu longues. Hein. Comment on peut faire? Alors, déjà, on peut impliquer tout le monde. C'est-à-dire que nous, médecins, on ne va pas y arriver tout seul. Dans les très bons relais, par exemple, il y a les sages-femmes. Les sages-femmes, d'abord, ça les intéresse. Ensuite, elles voient les mamans au moment où elles sont enceintes. C'est des moments où les mamans, elles ont un peu plus de temps. Elles ont envie de faire attention à elles. Donc, et puis, elles ont envie de faire attention pour leur bébé qui arrive. C'est vraiment des bons moments pour l'information. Et puis, il va falloir qu'on fasse des choses ensemble. C'est-à-dire qu'encore une fois, je vais avoir besoin de gens qui font des sciences humaines et sociales pour savoir comment on parle, comment on donne le message, qu'est-ce qu'on dit. Donc on va avoir besoin d'être plusieurs. Les bons messagers, donc il y a les sages-femmes, les obstétriciens, les médecins qui font de la PMA. Et ça, c'est plutôt des gens qui sont sensibilisés. Les pédiatres et les médecins généralistes, alors le problème des pédiatres, c'est qu'il n'y en a déjà pas beaucoup, qu'on fait déjà de la prévention sur plein d'autres choses. Si en plus on nous rajoute ça, ben, peut-être que ça va coincer, sauf si on arrive à avoir des temps de consultation dédiés, peut-être dans des centres spécialisés. Moi, je viens de Lyon. À côté de Lyon, il y a une petite ville qui s'appelle Bron. D'ailleurs, l'hôpital, il est implanté à Bron. Et il y a un centre de santé dit communautaire et planétaire qui a été ouvert, où c'est des médecins généralistes et ils ont mis en place en plus avec, alors il y a une dame qui est médiatrice en santé, je crois, et il y a une autre dame qui travaille avec eux, qui n'est pas médecin non plus, mais ils ont mis en place des ateliers pour les parents, où justement, ces ateliers, ils sont là pour leur donner des petites pistes, pour expliquer aux gens ce que c'est un perturbateur endocrinien, comment je peux diminuer l'exposition. Ils le font avec plein d'autres choses, ils font de l'exposition à la nature, c'est vraiment très bien. Et puis il y a toutes les actions collectives. Donc ça, vous avez peut-être vu passer. C'est comme une application que vous mettez sur votre téléphone et qui vous permet de voir ce qu'il y a comme produits chimiques dans les produits que vous achetez. Alors, c'est bien, parce que ça fait de l'éveil des consciences, mais encore une fois, je pense qu'il faut que ce soit accompagné, parce qu'en fait, si vous vous retrouvez tout seul devant votre rayon, à scanner des produits qui sont tous pires les uns que les autres, vous risquez vite de vous sentir démunis. Et puis nous tous, voilà, c'est ce que je fais là. Il faut que les gens, en tout cas il faut que nous, on s'astreigne à ne pas, à détricoter cette croyance qui est que naturel égale sain et que produit de synthèse ou médicament égale mauvais. Ça, c'est rentrer dans la tête des gens, je ne sais pas comment, mais du coup, à détricoter, c'est extrêmement dur. Il y a des gens qui me disent « Non, mais les huiles essentielles, en fait, ça ne peut pas être mauvais. »
c'est naturel. Bah, une fois qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui vous dit ça, c'est hyper difficile d'aller chercher le bon fil pour réussir à amener votre notion scientifique dessus. Donc ça, c'est les résultats du questionnaire chez nous. Donc on l'a fait en même temps aux professionnels du pôle de pédiatrie, j'ai pris que les gens de pédiatrie parce que sinon les hospices c'est une trop grosse machine, et aux parents. Les parents qui venaient en consultation, on n'a pas pris les parents qui venaient en consultation d'endocrinologie parce qu'on s'est dit qu'il y avait quand même un biais de connaissances probables. Et les professionnels de santé du pôle de pédiatrie, pour être sûr qu'ils répondent, ou en tout cas améliorer leur taux de réponse, j'ai envoyé un mail à chacun. Ils sont beaucoup. On a eu 28% de réponses chez les professionnels de santé, ce qui est déjà pas mal hein, pour un questionnaire envoyé aux professionnels, c'est plutôt bien. Et 74% chez les parents. Les parents, d'abord ils étaient en salle d'attente, ça leur faisait passer le temps. Et ensuite ils étaient quand même plutôt contents. Il y a 66% des parents qui avaient déjà entendu parler des perturbateurs endocriniens et 10% qui disaient qu'ils étaient assez informés. Ça, c'est le taux de moyen de bonne réponse pour tous les schémas. En bleu, c'est les professionnels. Non, en bleu, c'est les parents. En rouge, c'est les professionnels. Comme on a beaucoup de questionnaires, statistiquement, la différence entre les parents et les professionnels, elle est significative. Mais le taux moyen de bonne réponse chez les professionnels, elle est de 73%. Et chez les parents, elle est de, je sais plus, 63 ou 64%. C'est pas si énorme que ça. Hein. On s'est demandé si les gens qui lisent les étiquettes avaient des meilleures réponses. Pas du tout. Et on s'est demandé si, chez les professionnels, l'âge jouait un rôle et les jeunes répondent mieux que les autres. Bon, ça c'est plutôt bien parce qu'on peut se dire que les mentalités vont évoluer et que ça va nous permettre d'avancer. Ça, c'est une autre représentation des questions. La question 11, c'était la question sur le mécanisme d'action. Ça veut dire que sur la question qui devrait être discriminante entre les parents et les soignants, parce que ça, pour moi, c'est une vraie question de connaissance pure, eh ben, il n'y a pas du tout de discrimination. Par contre, vous, votre taux de bonne réponse à cette question-là était à 50%, ce qui fait que vous seriez là. Donc, c'est beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Dans mes questions, il y avait des connaissances et des représentations. Et là, heureusement, il y avait des gens de psychologie sociale pour m'aider, hein, parce que moi, au début, je ne faisais pas du tout la différence. Les connaissances, c'est des connaissances pures. Par exemple, le mécanisme d'action, c'est une connaissance. Alors que les produits naturels sont sains, c'est une représentation, c'est une construction de votre esprit sur une notion qui se base sur des connaissances, mais qui se base aussi sur un tas d'autres choses. Sur le questionnaire de connaissances, il n'y a pas tant de différence que ça entre les parents et les soignants. Par contre, sur les représentations, on voit qu'il y a quand même un peu moins de bonnes réponses chez les parents. Bon, c'est peut-être un peu rassurant de se dire que les soignants, sur cette notion, sont un peu plus aguerris. Ce qui m'a gêné le plus, je crois, c'est ça. C'est qu'on leur a demandé aux gens comment ils se formaient aux perturbateurs endocriniens. Et les parents se forment avec Internet, la télé, les médias grand public. Bon, ok. Mais en fait, c'est pareil pour les soignants. C'est les mêmes modes de formation aux mêmes proportions. Bon, donc là, la direction de l'hôpital dans lequel je travaille, on a fait branle-bas de combat, on a fait une énorme séance de formation pendant 2 heures. On a un directeur qui est super et qui est hyper investi. Donc il nous a mis 2 heures où tout le personnel de pédiatrie a pu venir. On a refait le questionnaire, j'ai répondu aux questions de tout le monde. C'était vraiment bien. Mais voilà, c'est quand même... moi, ça m'a un peu alertée. Et puis l'autre chose qu'on a fait du coup, mais là c'est au niveau des hospices civils de Lyon, comme elle vous l'a dit Delphine en introduction, il y a un groupe de travail sur les perturbateurs endocriniens et comment, au sein des hospices civils de Lyon, on arrive à diminuer les expositions des gens qui viennent chez nous, qui vient de se mettre en place. Un des vrais problèmes, donc, c'est que c'est un sujet sensible et qu'il y a beaucoup de culpabilisation, donc il faut qu'on fasse attention dans ce qu'on dit. Et puis il y a un problème, alors ça aussi c'est les gens de psychologie de la santé qui m'ont appris, il y a un problème de j'arrive même pas à le dire, désirabilité sociale, c'est-à-dire que qui a envie de dire qu'il expose ses enfants. Donc il faut vraiment qu'on fasse des questionnaires qui ne sont pas culpabilisants, qui sont bien tournés et où d'emblée
Moi, je déculpabilise tout le monde. Hein. Mes filles, elles sont... Enfin, j'ai 2 filles. Mes filles, elles sont exposées. On est tous exposés. Ce qui compte, c'est d'essayer de faire des choses pour améliorer ça. Ok? Mais à moins d'aller vivre encore une fois dans une bulle, et encore, même en Antarctique, il y a des places. Hop, ça c'était le petit flyer qu'on donnait aux parents à la fin. Je crois qu'après j'ai presque fini. Il y a juste comment on intègre les nouvelles informations. C'est-à-dire que jusque-là, je vous ai parlé de pédiatrie, tout ça, ok, la pédiatrie, on est pris un peu pour des bisounours en médecine. Bon. Sauf que ce qui va nous aider, c'est que ça y est, il y a des gros articles qui sortent sur des spécialités comme la cardiologie. Le New England Journal of Medicine, c'est le plus gros journal de sciences médicales qui existe au monde. Et donc, il y a pas, je crois que c'est au mois de mars, il y a un article qui est sorti sur la présence de microplastiques dans les plaques d'athérome et les événements cardiovasculaires. Les plaques d'athérome, vous savez, c'est les plaques qui peuvent boucher les artères. Les événements cardiovasculaires, c'était, je vais vous dire, donc il parlait de toutes les mesures de prévention cardiovasculaire qu'il peut y avoir, on réduit le stress, on a un poids de santé, on fait de l'activité physique, on limite l'alcool, ok, très bien. On a des bons aliments pour le cœur, on dort bien et on arrête de fumer ou on commence pas. Ok, ça c'est la prévention cardiovasculaire bateau. Sauf que eux, ils ont fait une étude où ils ont regardé chez les gens qui avaient, donc sur les carotides, on peut avoir des plaques d'athérome qu'on voit à l'échographie et aller les enlever chez des patients qui sont asymptomatiques, c'est-à-dire avant que ça bouge complètement la carotide. Ils ont été regardés dans ces plaques d'athérome s'il y avait des microplastiques. Alors ils en ont dosé 11 pour des limites de laboratoire et peut-être des limites de coût, hein, je ne sais pas trop comment ils les ont choisis. Et puis derrière, ils ont regardé ce qu'il y a. Donc il y avait 2 groupes. Il y avait le groupe, ils ont fait 2 groupes de patients, un qui avait les microplastiques et un qui n'en avait pas. Et ils ont regardé chez les gens qui avaient des microplastiques et chez les gens qui n'en avaient pas dans leur plaque d'athérome s'il y avait des différences dans la survenue dans les 3 ans d'événements cardiovasculaires. Événements cardiovasculaires, c'était infarctus, AVC et mortalité, toute cause de mortalité. Ils avaient 150 patients qui avaient des microplastiques et 107 patients qui n'en avaient pas. Chez 58% des patients, il y avait du polyéthylène. Le polyéthylène, c'est ce plastique-là. Chez 12%, il y avait du polyvinylchloride. Et puis après, c'était des pourcentages plus faibles. C'est des plastiques qui sont contenus dans les contenants alimentaires, dans l'eau de boisson, dans les cosmétiques, dans l'air. Et donc, ils ont vu des taux dans les plaques. Donc, par exemple, si on prend le polyéthylène, ça devait être 21,7, je crois, plus ou moins quelque chose. Ils ont regardé les marqueurs de l'inflammation dans les 2 groupes, et donc on voit à l'œil nu que pour le TNF-alpha, qui est un marqueur de l'inflammation, et l'interleukine 6, il y avait des différences avec plus d'inflammation chez les gens qui avaient des microplastiques. Et surtout, ce qu'ils ont montré, c'est qu'en termes d'événements cardiovasculaires, il y a plus de risque de faire un événement cardiovasculaire quand on a des microplastiques dans sa plaque d'athérome. L'hypothèse physiopathologique derrière, ce qu'on a dit que c'était important, c'est que autour des microplastiques, quand ils ont regardé en microscopie, ils ont vu des macrophages. Les macrophages, c'est des grosses cellules immunitaires qui mangent tout, mais qui créent aussi beaucoup d'inflammation. C'est pour ça que les marqueurs de l'inflammation sont plus élevés. Et c'est ça, notamment, qui l'inflammation créée, qui est responsable des événements cardiovasculaires en plus. Ça va nous aider. Hein. Parce que maintenant que les cardiologues s'y sont mis, comment vous dire, on a une voie royale. Alors, et donc qu'est-ce qu'on fait? Bon, d'abord, il faut savoir dire quand on ne sait pas. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours gratifiant, mais enfin moi ça m'arrive souvent de ne pas savoir, et je dis que je ne sais pas, et c'est pas grave, et les gens nous en veulent pas en fait de ne pas savoir. On a le droit de ne pas avoir les réponses à tout, surtout. C'est juste normal, humain, enfin voilà. Et il ne faut pas culpabiliser les gens. Encore une fois, le coup de l'huile essentielle, je crois que ça marquera ma vie. Pendant 3 semaines, je me suis dit que j'étais la pire des mères. Hein. J'ai emmené mes filles chez la pédiatre 2 fois. Enfin voilà, ça a été quand même un peu compliqué. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est des petits trucs. Moins, c'est mieux. Moins vous mettez de choses sur votre peau,
moins il y a de contenants, moins il y a d'emballage, mieux c'est. Il faut aérer. Donc ça, vous, globalement, vous le faites bien, c'est super. Mais vraiment, c'est le message que je donne souvent en premier. Il faut choisir des choses simples. Moins la liste de produits elle est grande, souvent mieux c'est. Il vaut mieux acheter des courgettes et faire sa purée de courgettes que d'acheter de la purée de courgettes emballée dans un truc en plastique, même s'il y a écrit bio dessus. Il faut choisir des produits plutôt bruts, plutôt pas traités, plutôt avec un écolabel. Il faut se laver les mains, parce qu'en fait, on a toujours plein de poussière, plein de choses sur les mains. Il faut se laver les mains hyper régulièrement. Il faut laver les objets avant leur première utilisation. Et il faut faire attention à ce que vous achetez en ligne. Ça, on dit aux parents que les normes ne sont pas les mêmes en Chine, par exemple, qu'en France. Et donc, il faut faire attention à ce qu'on achète. Ah, ça aussi. Il ne faut pas faire chauffer les aliments dans du plastique. Ça, c'est ma petite fierté, parce que du coup, depuis que je l'ai dit aux professionnels de l'hôpital dans lequel je travaille, et ben, elles font attention, en fait. Parce que nous, par exemple, pour l'instant, on recevait les aliments dans des barquettes et on mettait les barquettes au micro-ondes. Ça, c'est pas bon. Il ne faut pas acheter de vêtements antibactériens. Alors, les vêtements antibactériens, on vous les vend là, quand vous allez dans un magasin de sport, on vous dit en plus comme ça sent pas mauvais. Oui, bon, ok. Mais enfin, c'est plein de cochonneries, notamment de triclosan, où on sait que ça a des impacts sur la santé. Il faut mettre des gants quand on met des trucs anti-puces à son chat, là, les fongicides, les antiparasitaires. Il ne faut pas qu'il y ait les animaux, il faut aérer si vous traitez le bois, et puis il faut jardiner sans pesticides si vous jardinez. Ça, c'est des liens que moi je donne aux familles qui sont plutôt bien faits, donc que vous pouvez aller voir. Il y a juste celui-là, je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça comme ça, c'est le gouvernement qui a fait ça, ça s'appelle recosanté.beta.gouv, mais c'est vraiment un site du gouvernement. Je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça comme ça. Oui, c'est le bêta, ça me... Donc maintenant, de quoi on a besoin ? On a besoin de continuer la recherche. Donc on a besoin de diffuser l'information, et on a besoin de continuer la recherche, et ça, le plan national santé-environnement 4, il était plutôt là pour nous aider. Et donc je vais vous montrer ce que nous on va faire là, ça va commencer bientôt, à la rentrée j'espère, chez nous. On va faire un projet sur les phtalates, où l'idée c'est, donc les phtalates c'est un perturbateur endocrinien à demi-vie courte, qui est excrété par voie urinaire. Okay, on va inclure des enfants, non, je vais mettre ça directement. On va inclure des enfants à la maternité, et puis on va faire 2 groupes. Un groupe où les parents seront formés tout de suite et un groupe où les parents seront formés 1 mois après. 1 mois, c'est éthiquement raisonnable comme délai de formation entre les parents, sauf que comme c'est un perturbateur endocrinien à demi-vie courte et qu'il est éliminé en 3 à 5 jours, et ben nos petites actions qu'on va essayer de faire mettre en place aux parents, on espère qu'il y aura une différence entre les 2 groupes. Donc on va inclure les enfants, on va faire 2 groupes, le groupe formation, le groupe pas formation, et puis les parents, on va leur faire à la fois une formation orale, on va leur donner un petit dépliant et puis surtout on va leur donner une liste de comportements avec les choses qu'il faut qu'ils mettent en place à la maison. Et puis derrière, on va regarder dans les urines des enfants s'il y a des différences de dosage de phtalates entre les 2 groupes. Moi j'ai de la chance parce qu'en fait c'est la Fondation Hospice Civil qui me permet de faire ça parce qu'il y a des dosages de phtalates. Les dosages de phtalates, comme c'est bien de travailler avec des laboratoires aguerris, bah là ils vont partir en Norvège. Et du coup, le coût des dosages est tellement faramineux qu'on va inclure 90 enfants, mais avec un budget colossal. Je crois que j'ai fini. Ouais. Et alors ça, c'est pour moi. Non, c'est pour après. Ah, c'est bien. Merci beaucoup Aurélie. Des questions ? Je vous en prie. C'est sans phtalates. C'est une gourde en inox. Alors j'ai 2 questions. La première, c'est est-ce qu'il y a assez systématiquement des essais ou des expériences sur l'animal
Et à ce moment-là, s'il y a un doute, est-ce que ça déclenche tout de suite le principe de précaution pour les humains, bien sûr. Et mon autre question est plus pratique sur un produit, sur le bénéfice-risque d'un produit. Il s'agit de crème solaire achetée en pharmacie, donc pour un tout jeune enfant exposé au soleil. Est-ce qu'on peut y aller les yeux fermés pour le tartiner? Alors, pour l'expérimentation chez l'animal, oui, il y en a. Oui, il y a des données. Au revoir, Valérie. En fonction des produits, il y a plus ou moins d'études, mais maintenant des données chez l'animal, il y en a. Après, tout n'est pas transposable et c'est pour ça qu'il faut aussi des choses chez l'homme, qu'il faut des études observationnelles, qu'il faut des études de suivi, c'est important. Et puis pour la réglementation, ça nous aide, on ne va pas se le cacher, ça nous aide aussi. Okay, ils demandent des études animales, mais ils ne demandent pas que ça. Pour les produits de crème solaire, je vais faire un truc qui est très moche, mais je vais faire de la pub. Il y a des marques de cosmétiques qui sont... Alors pas complètement... Enfin, je ne suis pas complètement naïve, donc je ne dis pas qu'elles sont complètement propres, mais qui sont moins sales que les autres, notamment pour les petits. Alors moi, j'ai fait partie des gens qui naïvement pensaient que les huiles essentielles, c'était très bien. J'ai fait une mauvaise expérience aussi comme vous. Quand mes filles ont eu des poux, j'ai eu du mal à trouver des produits pour éliminer les poux. Ça a duré très longtemps et j'ai fini par prendre du tea tree. Et j'ai vu que ça marchait, donc j'ai un petit peu augmenté les doses. Jusqu'à ce que je me rende compte que je leur mettais du tea tree dans la salle de bain, dans un espace un peu fermé, pas forcément bien aéré. Et quelques jours après, j'ai commencé à sentir des brûlures sur le visage. Il n'y avait rien de visible, mais c'était une sensation de brûlure. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'ouvrais la bouteille de tea tree, les brûlures revenaient. Donc j'ai fait un lien, j'ai fait des recherches sur Internet. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que c'était effectivement pas bon du tout. Néanmoins, je me posais la question, est-ce que je dois jeter mes bouteilles d'huile essentielle, mes flacons, ou est-ce qu'on peut l'utiliser à petite dose? Parce que je continue d'utiliser un peu de lavande, un peu de... Enfin, Alors moi, la lavande, je n'en mettrai pas. D'accord. Que les choses, enfin, en tout cas, sur les miennes, j'en mets pas. D'accord. Et après, ça, c'est... Je suis à la fois scientifique, médecin et maman. Et je me sers des trois. Et je me dis que si moi, je le fais pas pour les miennes, ce que je dois dire, parce que je pense qu'il y a un risque, ce que je dois dire aux gens, c'est de ne pas le faire. Même très dilué, une goutte, donc voilà, on essaie de... Je vais juste intervenir pour répondre à cette question. Justement, il y a aussi ce système de mode des roll-on d'huile essentielle pour le mal de voiture, tout ça. On dit que c'est pour les enfants, mais en dessous de 6 ans, c'est à bannir complètement. Et même chez les adultes, on parle de l'huile essentielle de menthe poivrée, par exemple. À long terme, elle est neurotoxique. Voilà, donc il y a beaucoup de lobbying sur les huiles essentielles, c'est bien, c'est propre, vous faites vos produits fait maison, c'est simple, vous avez une liste qui est très courte d'ingrédients, mais pareil que les dentifrices fait maison avec de l'argile qui peut abraser les dents et complètement détruire votre émail dentaire. Voilà, faire très très attention à ce que vous entendez dans les journaux. Et juste quand on fait la lessive à la maison, le propre, ça n'a pas d'odeur. Donc c'est pas la peine de mettre de l'huile essentielle pour parfumer la lessive. Ok. Je vais me faire répondre par là. Moi, j'aimerais savoir quelles sont les raisons des consultations pour les enfants en endocrinologie. Alors nous, on est un CHU, donc on a un recrutement sur toute la région. On voit les enfants diabétiques, on voit les enfants qui ont des problèmes de croissance, on voit les enfants qui ont des problèmes de malformation endocrinienne, on voit les enfants qui ont des problèmes de thyroïde. Enfin, pour le coup, on fait du recrutement hyper large. Par contre, ça nous... Oui. Ah oui, mais ça c'est autre chose. Enfin, il y a d'autres spécialistes qui font de la neurologie. En fait, au CHU, on a peu de consultations en pédiatrie générale et beaucoup de consultations de surspécialité, parce que du coup, on a tous les surspécialistes qui sont au CHU. Vous avez parlé du lait bio, du
du lait pas bio, c'était de la dioxine, c'est ça? Oui. Si je sais un peu plus que ça, non, je sais juste que... Alors pourquoi, je ne sais pas. C'est un truc sur lequel on aimerait travailler avec des gens des laboratoires de l'université Lyon 1 pour aller creuser ce qu'il y a dans les laits, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Mais ça va être... déjà que pour certaines marques de vitamine D, la vie est compliquée. Pour le lait, ça va être un autre défi. De quoi? Ah, les laits bio. Par contre, on est d'accord, hein, le lait d'amande, c'est pas du lait. C'est ok. C'est de la feuille, il n'y a pas de protéines dedans. Enfin, ça donne des malnutritions chez les enfants, c'est pas du lait. Hein. Ils n'ont plus le droit d'écrire lait d'ailleurs sur les bouteilles. Oui, j'ai encore une question concernant les contenants. Vous savez, les boîtes de conserve avec l'intérieur blanc, là on a aussi parfois entendu dire que c'était pas très bon. Ouais, alors là c'est les limites de ce que je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. C'est des spécifications. Merci. Ils n'en mettent plus maintenant. Non, on arrive à trouver des conserves non séparées. Ce qu'il y a dans le dentifrice, je sais pas. Alors pour le coup, il y a des trucs, je sais pas. Le dentifrice, je sais pas. Les boîtes de conserve, je sais pas. Après moi, du coup, j'en profite, j'ai une Moi, j'ai une question sur la formation des parents, parce que tu dis tout à l'heure, est-ce que tu observes, parce que j'imagine que quand on devient parent, par exemple, pour la première fois, il y a déjà plein de choses auxquelles il faut qu'on pense. C'est un magnifique moment, mais ça peut être aussi anxiogène, voilà. Et donc comment ça, enfin, j'allais dire, voilà, comment ça s'intègre un peu dans, tu vois, dans le. Voilà, ouais, je pense que c'est des choses qu'il va falloir qu'on réfléchisse. Pour l'instant, c'est très, oui, à la HFME, par exemple, j'ai 1 milliard d'idées de où est-ce qu'on pourrait le mettre, mais ça ne va pas suffire. Il va falloir qu'on travaille avec les sages-femmes qui sont celles qui connaissent le mieux les femmes enceintes, qu'on voit s'il y a des infos qui sont pertinentes, celles qui ne le sont pas, à quel moment on le fait. C'est pareil que là, clairement, en ce moment, il y a une épidémie de coqueluche. Je préfère qu'on donne de l'information sur la coqueluche plutôt que de l'information sur les perturbateurs endocriniens. Voilà. Je ne dis pas que ce que je fais c'est moins important, je dis juste que l'épidémie de coqueluche et le manque de vaccination actuel tuent des bébés. Donc à choisir, je pense qu'il va falloir qu'on choisisse nos combats. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, ça veut dire qu'il va falloir qu'on adapte les moments où on en parle, qu'il va falloir qu'on réfléchisse à comment petit à petit on l'introduit dans la vie des gens. Et puis c'est quelque chose... Enfin, on est exposé tout au long de notre vie, et oui, la petite enfance c'est un moment qui est important, mais il y a d'autres moments qui sont importants, et l'avantage des perturbateurs endocriniens à demi-vie courte, c'est que quand on fait des fenêtres où on est moins exposé, eh ben on les élimine, et notre taux corporel diminue. Les PFAS c'est un autre problème, une fois qu'ils sont stockés, mais pour cela, ben voilà, et aller dire aux gens, il ne faut pas mettre de produits sur la peau de votre bébé, c'est pas la peine de le tartiner. Un bébé, ça se lave tous les 3 jours parce que c'est pas sale et ça sert à rien de le mettre dans une. Enfin, sauf si il a des coliques et que c'est le seul moment où il est bien. Mais sinon, ça sert à rien de le laver tous les jours, votre bébé. Hein. Ne le lavez pas tous les jours. Et ne lui mettez rien sur la peau. Rien. Enfin, je veux dire, on peut laver les fesses d'un bébé avec un petit savon et de l'eau, ça suffit. Bonjour, merci en tout cas pour votre présentation. Du coup, moi j'ai une petite question. Alors, pour rebondir sur les huiles essentielles de lavande, moi en faisant des recherches, notamment pour les bouillottes, etc., il n'y a que des bouillottes à base de lavande, que ça. Donc, quasiment. Enfin, en tout cas pour les bébés. Donc, voilà, moi je trouve ça un peu chiant quand on cherche du naturel. Et deuxièmement, je voulais savoir. Après, je ne sais pas si vous avez besoin. Enfin, voilà, le marché de la périculture, c'est un gros marché. Ouais. Je ne suis pas sûre que vous ayez besoin. Ce que vous avez besoin, c'est d'une petite bouillotte en noyau de cerise, là, vous voyez, qui sente rien.
mais qui soit la même que celle que vous auriez pris pour votre cou, c'est juste que vous allez la plier un peu pour votre bébé. Ce qu'il faut, c'est que ce soit pas trop chaud, quoi, c'est tout. Et après, il y a plein de bébés qui vivent sans bouillotte. C'est l'autre. Voilà. Non, mais c'était un exemple par exemple. Et autre chose, je voulais savoir si vous avez eu en fait des différences significatives sur en tout cas les effets des perturbateurs endocriniens chez les garçons. Parce que c'est vrai que du coup, en fait, on parle beaucoup de développement chez les petites filles, etc. Il y a des choses chez les garçons. Mais chez les petits garçons, par exemple, j'imagine les effets des oestrogènes Oui, sont un peu il y a des. Alors, si ça a des effets quand même, il y a des malformations qui sont plutôt des malformations organiques, avec notamment une augmentation des hypospades, c'est le petit méa qui nous sert à faire pipi, qui n'est pas au bon endroit chez les petits garçons. Il est soit un peu plus en arrière, soit un peu plus en avant. Et puis il y a des problèmes de testicules qui ne descendent pas, c'est-à-dire qu'au départ les testicules sont très hauts, au niveau de l'anneau inguinal, voire dans la cavité abdominale, et ça il y en a plus. Alors, en tout cas c'est quelque chose qui croît, et il y a des gens qui disent qu'il y a potentiellement un lien avec et on sait vers quelle substance en tout cas ça serait dirigé, les effets. Non, c'est pas. Il y a des gens qui se posent la question avec les pesticides. Ok. Voilà. Merci. Débrouillez-vous avec le micro. Ah, pardon. Non, je fais On va mettre, j'ai tout récupéré. Dernière question peut-être non. Non plus. Et ben voilà, merci beaucoup Aurélie en tout cas. J'en profite cette fois-ci pour présenter, c'était notre dernière conférence de l'année. Donc je vous remercie d'avoir été avec nous. On reprend l'année prochaine ici, on est très heureux avec la médiathèque. Donc voilà, vous pourrez nous retrouver en septembre. En octobre. En octobre, on sera très heureux de vous retrouver pour de nouvelles conférences et de nouvelles aventures. Et on en profite pour faire de la pub parce qu'on ne s'arrête pas là. Et toujours plus, on a sorti un nouveau podcast avec la Fondation il y a 2 semaines. Et le 2e épisode sort demain. Voilà, je regarde pour être sûre. Et on a la chance d'avoir bien la directrice artistique, je ne sais pas comment on dit, l'animatrice, enfin voilà, la créatrice de ce podcast Destination Recherche qui est là, Aurélie. Et donc il peut vous en parler parce qu'elle est sur toutes vos plateformes préférées. Merci Daphine. Oui, alors l'idée de ce podcast, c'est d'aller rencontrer des chercheuses et des chercheurs, pas forcément pour axer sur leur sujet de recherche, mais plutôt pour comprendre justement l'univers de la recherche, qu'est-ce qui anime une personne qui fait la recherche, quelles sont ses envies, ses difficultés, comment elle travaille, etc. Donc on est parti interviewer un premier chercheur qui travaille à Paris-Saclay sur le sujet du permafrost, pergélisol en anglais, donc le sol gelé en permanence, qui est surtout en Sibérie, mais il y en a aussi partout, même en France. Et voilà, on a passé une journée avec lui, il nous a raconté comment il travaille, donc c'était passionnant, ça c'était le premier épisode. Et là demain, on sort un petit épisode focus justement sur son sujet de recherche, sur le pergélisol. Et puis dans 2 semaines, on aura un autre, toujours avec le même chercheur, où on va donner la parole à ses collègues et visiter les coulisses de son laboratoire, parce qu'il y a un pergélisol au sous-sol du laboratoire, donc on est allé le visiter. Et à la rentrée, on aura un autre épisode avec une chercheuse qui travaille sur l'exposome, justement, à Rennes, et qui travaille, qui est chercheuse en toxicologie, Lydis Parfel, et ça sera les 2 ou 3 épisodes de la rentrée, donc sur l'exposome. Voilà. Merci beaucoup. Je vous invite à les écouter parce que c'est la première fois qu'on a comme ça un podcast en immersion. Et vous allez voir, moi je trouve que ça donne quelque chose d'assez sympathique. Merci beaucoup. Et puis je vous souhaite un très bel été. Et je vous dis, moi aussi.